Hey, salut, c'est Loli de la chaîne Lolifant, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour que je vous fasse le bilan de mes lectures du Pumpkin Autumn Challenge. J'ai pas lu tout ce que j'avais présenté dans ma vidéo pile à lire, mais j'ai vraiment lu pas mal de trucs. Alors attendez, je vais me servir du thé. Cheers! Comme prévu, j'ai lu le Livre jaune de Michael Rock. C'est un roman qui reprend la figure du roi en jaune, comme on la trouve chez Robert C. Chambers, repris également un petit peu par Lovecraft. Dans ce roman, on va suivre un personnage dont on ne sait pas grand-chose et qui échoue dans un territoire inconnu qui a l'air assez étrange, qui arrive jusqu'à une ville qui s'appelle Carcosa, où il va rencontrer ni plus ni moins que le roi en jaune lui-même. Il faut aimer les plumes assez poétiques, je dirais, assez travaillées, et ce n'est pas un roman dans lequel au final il se passe grand chose. C'est surtout un voyage intérieur, c'est beaucoup d'émotions, c'est beaucoup de sensations, c'est beaucoup de souvenirs aussi que se remémore le personnage, beaucoup de visions dont on ne sait pas vraiment si elles sont réelles ou si elles sont imaginées. Il y a des grands sentiments, il y a un petit peu des grandes envolées comme ça. Il y a quelque chose autour d'une femme dont le personnage principal était amoureux et que Michael Rock connecte à toute la mythologie du roi en jaune. Et ce qui m'a beaucoup plu en fait dans ce titre, c'est que non seulement je trouve qu'il revisite très bien, enfin il réutilise très bien la figure du roi en jaune. Je retiens notamment la scène où le personnage principal rencontre le roi en jaune à Carcosa. Vraiment, il y a une tension pas possible. J'avais pas mal d'attentes en termes esthétiques, voilà, en termes de comment est-ce que le roi en jaune allait être représenté, allait être mis en scène. Et vraiment, j'ai adoré la manière qu'il avait de raconter cette scène, qui était vraiment très intense. Et comme je disais, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que j'ai été surprise parce que Michael Rock raccroche cette histoire du roi en jaune et ce récit finalement très personnel du personnage principal avec un autre univers, en fait, que je m'attendais pas du tout à retrouver. Bah finalement, c'est super cohérent et ça marche super bien. J'ai été faire des petites recherches après et donc j'ai compris toute une série de choses. Je vous cache pas qu'à des moments, j'étais un petit peu perdue. Je trouvais ça un petit peu lent, je savais pas trop où j'étais, mais en fait, vu la longueur du livre, j'ai persévéré. Et au final, j'ai pas regretté du tout. J'ai également lu Viendra le temps du feu de Wendy Delorme. Donc c'est un roman d'anticipation qui se déroule en fait dans un futur qui semble vraiment très proche, dans lequel il n'y a pas du tout eu de basculement technologique ou quoi que ce soit, mais uniquement un basculement social. À savoir que c'est une société beaucoup plus dure, plus traditionnelle que la nôtre, puisque à la suite d'une espèce de tragédie, enfin d'un événement déclencheur que je vous dévoile pas forcément parce que je trouve que ça fait partie des trucs intéressants à découvrir dans le livre, même s'il n'y a pas vraiment de mystère autour de ça, mais ça vous est pas forcément dévoilé tout de suite. La parentalité et le fait d'avoir des enfants a vraiment été remis au cœur de la société. En gros, tout le monde est censé se mettre en couple hétérosexuel et tout le monde est censé avoir des enfants. Il y a vraiment cette obligation de parentalité qui est extrêmement prégnante dans la société. Et puis à ça est associé un contrôle des médias, il y a plus de livres, il y a plus vraiment de liberté d'opinion, de liberté d'expression. Ça fait froid dans le dos, ce type de récit d'anticipation qui peut faire penser à La Servante écarlate de Margaret Atwood, par exemple. C'est que on se dit qu'il faudrait vraiment pas grand-chose pour qu'on bascule là-dedans. On va suivre des personnages qui ne sont pas tous dans la même situation. J'irais pas jusqu'à dire que c'est des points de vue différents, mais en tout cas, c'est des prismes, on va dire, différents. Prismes qui nous permettent de découvrir petit à petit comment fonctionne cette société. Si je dois être franche, c'est pas vraiment l'aspect
l'aspect science-fictionnel qui m'a le plus plu dans ce récit. Je l'ai trouvé intéressant, féministe, mais pas si surprenant quand on a l'habitude des récits de science-fiction et qu'on s'intéresse un petit peu aussi aux questions féministes. Finalement, j'ai pas trouvé ça si révolutionnaire. Finalement, là où Wendy Delorme m'a le plus marqué, c'est un endroit où je m'attendais pas forcément. Je trouve qu'elle excelle dans la description des sentiments de ses personnages. Il y a un personnage qui s'éprend d'un autre personnage et je trouve que toute la description du sentiment amoureux, de la passion entre les deux personnages est vraiment, mais alors vraiment sublime. C'est une romance entre deux femmes. C'est beau, c'est déchirant, c'est transportant, c'est violent. C'est aussi une lecture qui m'a bien plu et qui m'a marquée, pas forcément pour les raisons que j'aurais suspectées. Comme prévu, donc, j'ai lu la duologie donc de BD les Sœurs Fox. Donc, premier tome, Esprit Êtes-vous là, deuxième tome, l'esprit de famille. C'était très sympa, ça m'a pas non plus soufflé, mais j'ai vraiment bien aimé. Le dessin est très joli, la mise en scène est vraiment très conventionnelle, enfin c'est des cases de BD avec, je veux dire, aucune innovation particulière en termes de mise en page, on va dire. Il y a un joli travail au niveau des couleurs et clairement des teintes très automnal. Il y a plein de pages qui sont dans les jaunes pâles, qui sont sur des teintes orangées, il y a du violet, il y a du gris, parfaitement adapté pour la saison, rien à dire. En 2 tomes, on a à peu près toute l'histoire des sœurs, des 2 sœurs qui sont des figures fondatrices du spiritisme. On suit leur ascension, comment elles se font connaître, comment est-ce qu'ensuite elles développent leur activité, comment est-ce que ça commence à devenir plus difficile parce qu'elles commencent à avoir de la concurrence, comment aussi on a des dissensions qui se créent entre les 2 sœurs. Il y a aussi une espèce de réflexion sur la perte de contrôle, même si elles ont plus ou moins lancé le mouvement Spirit. En fait, ça a pris de telles proportions qu'elles en perdent le contrôle. C'est trop tard, en fait. Et le mouvement est autonome et les gens y croient. Et peu importe ce qu'elles vont dire, ça ne changera plus. Voilà, c'est clairement pas la BD de l'année, mais si vous aimez ce genre d'ambiance, si vous vous intéressez au spiritisme, si vous aimez les histoires de fantômes, de sorcières, clairement c'est quelque chose qui peut vous plaire. Un livre qui n'a pas été ce que j'attendais. Je parle de L'eau d'Oshu sauté d'Areno Inoue. Ça raconte l'histoire de 3 femmes qui ont un certain âge, qui tiennent ensemble un restaurant à Tokyo. Quand j'ai lu la 4e de couverture, je crois d'ailleurs que je l'avais lu en live, au moins que j'avais lu un extrait dans ma vidéo pile à lire du Pumpkin Autumn Challenge. Je m'attendais vraiment à un roman tranche de vie hyper feel good et en fait, ça a pas exactement été ça. Oui, effectivement, il y a plein de passages où on parle du restaurant, on parle de comment les 3 femmes s'affairent à la cuisine, comment elles réfléchissent au menu, comment est-ce qu'elles s'adaptent aux produits qu'elles ont, comment est-ce que elles rigolent, elles se taquinent en cuisine. Mais en fait, j'ai trouvé que c'était un roman finalement assez triste, malgré en fait ces moments de bonheur partagés et cet élan que leur donne le restaurant qu'elles tiennent en commun. Et c'est 3 femmes qui sont assez malheureuses finalement. Il y en a une qui est veuve et qui, en plus d'être veuve, a connu un drame immense dans sa vie. Il y a une 2e femme qui est divorcée, et divorcée, c'est pas elle qui a souhaité le divorce, et elle est clairement très peinée que son mari soit parti avec une autre femme. La 3e qui n'a jamais réussi à se mettre en couple, malgré le fait qu'elle était très amoureuse d'un homme. Et si je dis pas de bêtises aussi, c'est 3 femmes qui n'ont pas
Elles ont pas d'enfants. Elles ont pas d'enfants autour d'elles. Et je pense que ça dit aussi quelque chose de la société japonaise. Ça doit être difficile, en fait, pour une femme, notamment d'un certain âge, de vivre seule. En fait, c'est 3 femmes qui font des efforts pour retrouver la joie de vivre, pour être bien, pour être dans une bonne dynamique. Mais malgré tout, il y a vraiment, en fait, je trouve un voile, un poids, en fait, qui est présent dans ce récit. Je pense, comme je le dis, que ça en dit long. C'est pas que j'ai pas aimé, mais je m'attendais pas à ça. Comme prévu, j'ai aussi lu le premier tome de la BD Peer Gynt, donc l'acte 1, sachant que c'est une duologie aussi, donc il y a un acte 2. Du coup, mon jugement est assez partiel parce que j'ai pas le fin mot de cette histoire. Pour le coup, un petit peu comme les Sœurs Fox, il y a une mise en page donc qui est assez classique. Par contre, il y a vraiment un jeu incroyable avec les tons de noir, de gris, de blanc, donc la BD est intégralement en noir et blanc. C'est une adaptation en BD d'une pièce de théâtre du 19e siècle d'un auteur norvégien, Henrik Ibsen. J'ai pas été vérifiée, mais je pense que le choix a été fait dans la BD de conserver le texte d'origine. En tout cas, on est sur un registre de langue très soutenu et des tournures, un vocabulaire assez daté. C'est pas spécialement fluide et on n'a pas non plus le phrasé, la diction du théâtre pour faire vivre le texte. J'ai trouvé que c'était parfois un petit peu difficile à suivre, j'admets, mais clairement le Peer Gynt pense que c'est un petit peu qui tout double, hein. Soit on adhère, soit on le trouve relativement insupportable. Peer Gynt, il habite dans une ferme avec sa mère, mais lui, il a envie de plus. C'est un rêveur, il aspire à plus grand, il veut se voir comme un héros, il veut se voir comme un séducteur, il veut s'imaginer qu'il a une destinée exceptionnelle, etc. Et du coup, ça en fait un personnage qui est assez particulier parce que il est assez égoïste, il a un comportement assez exécrable avec certains personnages, notamment avec des femmes dans le récit. Et il y a plusieurs scènes dans cette BD qui ont l'air de se passer dans le monde réel, et il y en a d'autres où on comprend pas très bien si Peer Gynt, quand il se balade dans la forêt, il croise vraiment des créatures surnaturelles, ou si il se les imagine, ou si c'est la manière dont il représente des événements qui se passent réellement, mais lui les romance, on va dire, et en fait des contes de fées finalement. Il n'y a pas toutes les réponses, c'est aussi un petit peu à chacun d'y voir ce qu'il a envie d'y voir. C'est vraiment un récit sur un héros qui est un petit peu en conflit avec lui-même, qui sait pas exactement qui il est. C'est un petit peu difficile de vous en dire plus tant que j'ai pas lu le tome 2. Ce que je ferais peut-être, je sais pas, pour le prochain Pumpkin Autumn Challenge, pourquoi pas. On continue donc avec un court roman classique un peu oublié du fantastique, à savoir Le Grand Dieu Pan d'Arthur Machen. Juste pour info, il se trouve que j'ai commencé à lire ce livre et finalement j'ai basculé sur une lecture audio gratuite disponible sur YouTube en anglais, et la lecture était vraiment géniale, hyper prenante. Le lecteur avait une voix incroyable, du coup j'ai continué comme ça, et j'avoue que j'ai été plus accrochée quand j'ai basculé sur le livre audio en langue originale que en commençant en fait la version écrite papier en français. Ce que je dirais, c'est que pour un lecteur de notre époque qui est familier du fantastique et de l'horreur, ça a rien d'incroyable, mais justement, j'ai pris plaisir à voir en fait dans ce texte un côté justement précurseur, notamment vis-à-vis de Lovecraft qui vient après Arthur Machen. Le Grand Dieu Pan, en fait, c'est un petit peu un grand ancien, un Cthulhu avant l'heure. Les gens qui le voient, c'est un choc terrible, un choc qui rend fou, et c'est du domaine justement de ce que Lovecraft je veux dire, intronisera un petit peu comme étant l'indicible. C'est quelque chose qui est tellement énorme, qui est tellement incroyable, qui est tellement effrayant qu'on n'arrive même pas à en parler. Pour info, c'est évidemment un récit qui est un petit peu daté et teinté par son époque. Il met en scène la figure d'une femme qui est possédée d'une certaine manière et qui, ça que j'ai trouvé intéressant, devient finalement
un espèce de Jack l'Éventreur au féminin. Et j'ai pas d'infos sur qui était Arthur Machen et quelles étaient ses convictions, mais en l'occurrence dans cette histoire, si cette femme fait tout ça, c'est à cause de ce que des hommes lui ont fait. Heureusement que j'ai ce truc de pas m'attarder sur les quatrièmes de couverture et que j'avais pas relu celle-ci. Franchement, ça spoil quasiment tout. Après, oui, c'est un texte très court et c'est surtout un texte à ambiance, mais en fait, il y a quand même un petit mystère et il y a quand même une petite enquête. Et d'ailleurs, c'est ça le truc que j'ai vraiment aimé. Si vous aimez les investigations Lovecraftiennes, si vous aimez les enquêteurs qui luttent contre des forces obscures, on va avoir affaire à une série de personnages. Je sais pas, au total, il y en a 3-4. Et en fait, quand on va assembler tous leurs récits, c'est ça qui va faire que, in fine, on va réussir à comprendre toute l'histoire. Ensuite, je vais pas m'attarder dessus parce que je vous en ai déjà reparlé, mais j'ai bien lu Poseidonis, donc de Clark Ashton Smith, dans le cadre de ce Pumpkin Autumn Challenge. Poseidonis raconte l'histoire de l'Atlantide avant que l'Atlantide soit ensevelie par les flots. Ça va parler d'un mage noir célèbre qui dominait justement l'Atlantide à cette époque-là, et de comment ce mage s'est éteint et comment même après sa mort il a continué à exercer une influence. Donc c'est Clark Ashton Smith, du coup c'est plein de magie noire, c'est même, c'est assez souvent le cas, teinté d'humour noir. Il y a notamment une nouvelle qui raconte en fait comment voilà, il commence à se répandre la rumeur donc que ce mage extrêmement puissant serait décédé et que donc il serait peut-être possible d'aller chez lui, d'aller dans sa demeure pour récupérer ses trésors. Il y en a qui vont tenter et je vous cache pas que ça va pas forcément bien se passer pour eux, voilà. Et dans la manière dont Clark Ashton Smith résout ça est à la fois assez macabre et assez drôle. La nouvelle que moi j'ai préférée, c'est celle où on a affaire à des marins qui débarquent sur une île et qui vont trouver dans les flots une amphore qui contient un alcool qui viendrait de l'Atlantide. Et ils vont se dire, mais génial, on va passer une trop bonne soirée. On va suivre justement cette soirée du point de vue d'un personnage qui est à peu près le seul à ne pas boire d'alcool. Clark Ashton Smith, il arrive super bien à peindre des visions complètement folles, à vous faire en fait ressentir toute la puissance, toute la mystique de ces lieux complètement incroyables, gorgés de magie. Il y a tellement de détails, en fait, en l'espace de quelques pages, il arrive tellement à dresser un paysage, à donner de la profondeur à ces univers. Faut vraiment pas lire ça pour les personnages, hein, mais beaucoup plus pour l'univers, pour la plume et pour l'ambiance qui se dégage de tout ça. Comme prévu, j'ai aussi lu le tome 2 du manga Terrarium de Yuna Hirasawa. On suit donc Shiko qui est technologue d'investigation dans un monde un petit peu apocalyptique où il n'y a plus que quelques humains qui vivent. Elle voyage avec son frère qui est un robot et quasiment tout ce tome se déroule dans une colonie humaine, donc où il y a un petit groupe de survivants qui s'appelle Rainforest. Donc Rainforest parce que vu là où elle se trouve, le climat en fait ressemble à une forêt amazonienne, mais à tel point en fait que en gros, comme la technologie autour, notamment je crois le système d'évacuation des eaux ne fonctionne pas correctement, la colonie considère que de toute façon elle est condamnée, qu'elle sera complètement inondée d'ici quelques dizaines d'années. Pas hyper positif comme perspective d'avenir. Nos deux héros vont rencontrer un frère et une sœur. Il se trouve qu'ils ont quelque chose d'un petit peu particulier. Et dans ce tome, on va beaucoup parler de comment garder espoir, qu'est-ce qui fait qu'on est vivant, qu'est-ce qui fait que ça vaut le coup de vivre. C'est vraiment un très chouette manga de science-fiction. Il y a un fil rouge qui est assez prenant. On a vraiment envie que Shiko aille plus loin dans son investigation et on a vraiment envie de comprendre ce qui se passe, pourquoi le monde en est arrivé là. Mais en plus de ça, ce que j'appellerais les épisodes, enfin les sous-intrigues temporaires, pour le moment sont assez chouettes et assez touchantes et assez bien faites.
ce qui est, je trouve, pas toujours le cas dans les mangas. J'avais déjà été assez élogieuse sur le tome 1 et bah écoutez, mon avis positif se confirme avec ce tome 2. Ensuite, on n'est pas loin d'une déception, un flop, nous pouvons le dire. Je suis presque un peu désolée d'avoir présenté ce titre en fait dans ma pile à lire du Pumpkin Autumn Challenge sans avoir pu vous faire les avertissements qui auraient dû aller avec ce livre. Donc je vous parle de Parasitev d'Hideaki Sena. C'est donc un roman d'horreur japonais. A posteriori, j'imagine un petit peu pourquoi ce roman n'est plus réédité, pourquoi il n'a pas été traduit en français. J'ai plusieurs choses à dire sur ce livre. Il y a un truc qui est vrai à peu près pour tout le roman, mais qui est encore plus présent dans la première partie du récit. On sent que l'auteur a recherché une forme de vraisemblance scientifique, mais alors vraiment à un niveau très 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 important. Et vraiment, il va y avoir beaucoup d'informations très précises sur la manière dont les médecins traitent tel ou tel sujet, la manière dont les médecins opèrent. Et on a aussi toute une partie où on suit un scientifique, où là également on va avoir beaucoup de détails sur ses travaux, en quoi ça consiste, les cellules, etc. D'un côté, on peut saluer le travail de l'auteur, mais en fait c'est hyper lourd. Il y a un propos que j'ai trouvé intéressant qui tourne autour de la manière dont le don d'organes et la greffe d'organes est perçue au Japon et comment c'est difficile en fait de trouver des donneurs pour sauver des vies ou faciliter la vie de certaines personnes. Après, je pense que c'est certainement à actualiser parce que je pense que ça a été écrit dans les années 90 et que ça a peut-être évolué depuis. Mais sinon, franchement, c'était assez dur à avaler tous ces détails scientifiques et pourtant, je lis de la science-fiction donc c'est pas quelque chose qui me rebute forcément, mais là je peux vraiment vous dire que c'est à une dose, enfin il y a des pages et des pages de ça. Et alors ça va m'amener à un autre point qui est trigger warning de partout. Je sais qu'il faut pas s'attendre au monde des bisounours quand on lit un livre d'horreur, mais enfin là, on atteint un niveau de violence et de glauquitude assez conséquent. Alors déjà, toute la première partie, si vous êtes en deuil, si vous n'avez pas envie de lire quelque chose, parle du décès d'un proche et de tout le process quand vous avez un proche qui est sur le point de mourir et qu'il faut le gérer, qu'il faut gérer la mort et qu'il faut gérer la suite. Passez votre chemin parce que c'est vraiment décrit avec moult détails, y compris comment ça se passe à l'hôpital, etc. À la limite, ça, on peut se dire, ça fait partie de la vie et au moins ça a le mérite d'être décrit sans être enjolivé d'une certaine façon. Mais le souci, c'est surtout vers la fin. En fait, dans les 3/4 du bouquin, il se passe pas grand-chose. Et puis au bout d'un moment, ça explose. Et là, ça part dans un niveau de gore et de malaise. On est vraiment sur du body horror. Et il y a vraiment toute une dimension horrifique qui tourne autour du sexe et de l'acte sexuel. Et en fait, sur la fin, il y a 2 agressions sexuelles, 2 viols. L'un sur un homme adulte et l'autre sur une enfant, enfin sur une très jeune fille. Ça se veut horrifique, donc c'est pas présenté comme quelque chose de positif, mais enfin il y a beaucoup de détails et c'est assez horrible. Voilà. Et il n'y a aucun avertissement. Et puis pour terminer dans les trucs qui ne m'ont pas plu, tous les héros sont des hommes et toutes les victimes sont des femmes et l'antagoniste est une femme. Alors j'ai pas non plus eu envie de me lancer dans une analyse extrêmement approfondie des propos de ce livre, mais j'ai vraiment eu le sentiment à la lecture et ça m'a fortement déplu. J'ai vraiment eu le sentiment que la sexualité, le désir, la recherche du plaisir féminin était présenté comme quelque chose de monstrueux, quelque chose qui devait faire peur. Et ça, on n'aime pas trop. Alors oui, je sais, c'est de l'horreur. Du coup, il faut prendre ses distances, c'est pas la réalité. Mais enfin, quand même. Je pense que j'ai jamais lu un truc aussi
hardcore, extrêmement, comment dire, fastidieux dans une première phase et extrêmement hardcore dans sa phase finale. En plus, c'est un livre qui donc n'est plus édité, donc qui est vendu extrêmement cher. Je vous conseille absolument pas de débourser une fortune pour le lire. Franchement, si vous n'êtes pas des ultra fans du jeu, en fait, ne lisez pas ce livre. Il n'est ni passionnant, ni extrêmement bien ficelé, ou alors vraiment, vous êtes un public très averti et vous êtes vraiment à la recherche de ce genre de truc. Et même encore, je suis pas sûre que ce soit un chef-d'œuvre. Voilà. Ensuite, j'ai lu le livre de Saïd, à savoir L'humain outre-solaire en affiche, les plus grandes publicités et propagandes sur support persistant de 2665 à 2744. Sans surprise, j'ai beaucoup aimé ma lecture. D'abord pour sa forme absolument magnifique. Je trouve que Saïd a fait vraiment un travail incroyable de mise en page, d'impression, de choix des images, de traitement des illustrations, sachant qu'il a utilisé uniquement en fait des illustrations libres de droit qu'il a ensuite modifié, travaillé, et que même au niveau en fait du choix du papier, de l'impression, de la technique donc d'impression en risographie, il y a vraiment en fait apporté un soin tout particulier et ça se ressent et ça donne en fait un livre qui est certes court mais d'une très grande qualité en fait et hyper agréable à feuilleter. Et ce qui est super fort aussi je trouve, c'est que sur un format très court, il arrive en fait au détour en fait de quelques textes dépeindre tout un univers et tout un futur possible de l'humanité. Et il aborde des sujets extrêmement variés tels que les modifications génétiques de l'humanité, le voyage interstellaire, la rencontre avec des races extraterrestres, la terraformation, toute une série en fait d'évolutions qu'il décrit et qui viennent aussi faire écho et questionner en fait des sujets auxquels on est finalement déjà confronté aujourd'hui. Et ce qui est très intéressant donc, c'est que cette histoire de l'humanité est racontée à travers l'analyse d'un échantillon d'affiches, images qui ont servi donc à faire de la propagande ou de la publicité. Et donc il y a toute une réflexion en fait sur le pouvoir de l'image. On nous montre que la propagande par l'image a été utilisée par tous les camps et pour des fins différentes. Ce bouquin, c'est vraiment un concentré de science-fiction et de bonnes idées et de réflexions intéressantes à de multiples niveaux, combiné à une forme vraiment extrêmement soignée et à une démarche artistique hyper intéressante, puisque je le rappelle, mais Saïd, il fait ses livres lui-même de A à Z, c'est-à-dire que il écrit tout, il met tout en page, il imprime lui-même, il relit le livre lui-même. Moi, à chaque fois que je vois son travail, je suis ultra admirative. Bref, je peux franchement que vous encourager à découvrir ce petit bijou. On continue avec une très belle découverte, le recueil L'homme que les arbres aimaient d'Algernon Blackwood. Algernon Blackwood, je l'avais dit dans ma vidéo pile à lire, fait partie de ces maîtres un petit peu oubliés du fantastique. Comment décrire les textes d'Algernon Blackwood? C'est vraiment le maître de l'ambiguïté. Là, je trouve qu'on est vraiment dans la quintessence du fantastique, à savoir que vraiment la quasi-totalité des textes d'Algernon Blackwood, en tout cas dans ce recueil, vraiment on est bien incapable de dire si les phénomènes inquiétants qui ont lieu sont réellement des phénomènes surnaturels ou sont le fruit de la folie, des angoisses des personnages. Les phénomènes effrayants qui ont lieu sont toujours plus ou moins le reflet des tourments et peut-être des inquiétudes inavouées des personnages. Le premier récit qui est extrêmement célèbre, qui s'intitule Les Saules, ça va nous raconter l'histoire donc d'un voyageur et de son compagnon qui voyage, je crois qu'il voyage en kayak en Autriche, aux alentours de Vienne ou un truc comme ça.
et ils arrivent sur une île en fait, sur un fleuve en pleine nature. Ils vont devoir y passer la nuit parce qu'ils n'ont pas le choix, parce qu'il y a beaucoup de vent, je crois. Il va commencer à se produire des choses bizarres. Et en fait, en tout cas moi je l'ai vu comme ça. Au tout début, en fait, le personnage nous décrit comment il a une relation idyllique avec son compagnon de voyage, avec son ami. Et peu à peu, en fait, ce qui va se créer, c'est une défiance entre les deux. Et j'ai eu l'impression, en fait, que toute cette histoire paranormale, c'était le prétexte pour nous raconter la méfiance, la dissolution de la confiance entre les deux. La nouvelle qui donne son titre au recueil, L'homme que les arbres aimaient, que j'ai beaucoup aimé, qui raconte l'histoire du coup d'un homme qui va se mettre à être attiré par les arbres. Je vous en dis pas plus, mais voilà, il va sentir une attraction en fait irrésistible pour la forêt. Et on va nous raconter comment son épouse vit mal l'éloignement de son mari, et comment elle a peur pour lui, et comment elle se met à être persuadée qu'il y a quelque chose de bizarre avec les arbres, etc. Voilà, on pourrait expliquer ça par un phénomène surnaturel, c'est-à-dire il y a vraiment un truc avec ces arbres qui sont magiques et qui appellent cet homme dans la forêt, etc. Ou c'est finalement la projection de la jalousie de la femme et de son sentiment de plus en plus fort de solitude, et du fait qu'elle veut pas voir son mari s'éloigner, qu'elle veut pas le laisser s'en aller, le laisser être libre, le laisser faire ce qu'il veut. La nature joue toujours un rôle assez important dans les récits d'Algernon Blackwood. On a aussi un autre récit qui tourne autour des faées, des fées qui appellent certains humains dans la forêt, qui appellent les gens à se perdre dans la forêt. Je connais pas encore très bien Algernon Blackwood, mais je crois que ça fait écho un petit peu à sa vision du monde, ou en tout cas à sa vision de l'horreur, voilà. On tourne toujours autour de la nature, de puissance qui serait un petit peu primordiale, comme ça, qui serait vraiment liée à notre environnement, à l'environnement naturel. C'est remarquable, en fait, comment Algernon Blackwood, il arrive à maintenir cette ambiguïté. Il arrive à suggérer l'horreur sans vraiment complètement la décrire. Il arrive à suggérer les émotions, à suggérer les tensions de ces personnages, sans, encore une fois, complètement nous donner la clé et nous donner une réponse définitive. Et j'ai très envie de découvrir davantage Algernon Blackwood. J'ai appris à travers la préface très bien faite de ce recueil qu'en fait, Algernon Blackwood, il a lui-même lu ces textes à la radio, à la BBC, et donc apparemment on peut trouver très facilement sur YouTube en accès libre des enregistrements de lui qui lit ses propres textes, et autant vous dire que c'est certain que je vais avoir envie de l'écouter, parce que vraiment ça sera découvrir encore une autre facette de cet écrivain qui vraiment est si peu connu en France, alors que il me semble si talentueux. Et on poursuit avec une autre lecture d'un grand maître, enfin d'un nom extrêmement connu, plus connu pour sa science-fiction que pour ses écrits dans le genre fantastique. J'ai été soufflée par Le Pays d'Octobre de Ray Bradbury. Donc ce recueil est composé d'une 20aine de nouvelles. Et c'est peut-être le seul reproche, entre guillemets, que je lui ferais. Enfin, c'est pas un reproche, c'est... En fait, j'ai trouvé que c'était quand même assez difficile de le lire d'une traite, voilà, parce que c'est vraiment une série de nouvelles qui sont très très courtes. Il y en a quand même une 20aine, et c'est vrai qu'il y a des moments où j'ai ressenti le besoin de faire une pause. Mais alors, toutes les nouvelles, quasiment toutes les nouvelles, mais bijoux, bijoux. Il a la manière d'écrire, il a la manière de poser des ambiances, il a des idées, mais des idées. Ça ressemble à rien, c'est bizarre, c'est étrange, c'est malaisant parfois, mais c'est toujours créatif.
On a l'impression d'être dans l'Amérique profonde, dans un parc d'attractions un petit peu chelou, un petit peu bizarre, un petit peu magique en même temps. Il est très fort pour décrire les obsessions de ces personnages. Par exemple, il y a une nouvelle où il y a un couple qui est en voyage et ils vont voir des momies. Et la femme va devenir complètement obsédée par la figure de ces momies, par la figure de ces morts. Elle va plus pouvoir se détacher en fait de cette image-là. Il y a une autre nouvelle où il y a un personnage qui, d'un coup, a un choc terrible en réalisant que il y a un squelette à l'intérieur de son corps. Et d'un coup, il se met à avoir l'impression que il peut plus supporter en fait l'idée d'avoir ses os, d'avoir ce squelette à l'intérieur de lui. Il a l'impression que ce squelette, il le contrôle pas. Il a l'impression que c'est une force qui est indépendante de lui. Il y a un recueil où il y a un personnage qui est obsédé par un espèce d'étrange bocal qui contient un truc liquide, bizarre, on sait pas trop ce que c'est. Et toute la communauté devient complètement obsédée par ce machin. Si vous aimez le fantastique, et si vous avez déjà apprécié Ray Bradbury pour sa science-fiction, mais vraiment, allez-y, découvrez Bradbury à travers ses nouvelles. Franchement, vous le regretterez pas. Et voilà, écoutez, j'ai terminé ce petit tour d'horizon de mes lectures de mon Pumpkin Autumn Challenge. J'espère que voilà, si vous aviez peut-être été déjà séduite par certains titres que j'avais présentés dans cette pile à lire, mais que vous hésitiez un petit peu, mes avis vous auront aidé peut-être à vous décider en faveur ou en défaveur de la lecture de certains titres. Et si vous vous demandiez ce que c'était depuis le début, c'est un Papa Noël sur son renne. Je l'aime beaucoup. Sur ce, je vais vous laisser parce que il est tard et que je vous avoue que je fatigue. Mais comme d'habitude, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous faites de belles lectures ou même de belles découvertes, même si elles ne sont pas livresques. Et puis, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut!